Bonjour à tous. Alors on va continuer avec une petite partie où on a souhaité aborder dans le groupe les relations que le secteur de la sécurité des systèmes d'information pouvait avoir avec la presse. Alors évidemment, je sais que c'est un petit peu sensible compte tenu du public dans la salle, mais on a pensé que il y a un certain nombre d'événements dont on a beaucoup parlé et peut-être on aurait pu en parler un peu moins. Et à l'inverse, il y a un certain nombre de failles dont on n'a pas forcément entendu parler ou qui n'ont pas été mises à la une de l'actualité et pour lesquelles peut-être ça aurait été intéressant de parler un peu plus. Donc on va voir la faille DNS, la faille TCP, quelques buzz divers et puis quelques exemples de vraies failles telles que nous on les entend dans le monde de la sécurité des systèmes d'information. Alors, sans aller jusqu'à parler de surmédiatisation, dans le cas de l'affaire DNS ou de l'affaire de la faille TCP, on a un peu l'impression qu'il y a eu un peu un cirque médiatique autour de tout ça, des rebonds. Enfin, c'est vrai que ce sont les découvreurs de failles qui ont essayé d'utiliser la découverte de la faille pour réaliser leur promotion. Alors, on est habitué à ça. Finalement, quand un journaliste interroge un consultant en sécurité, il faut se rendre à l'évidence, en la majorité des cas, c'est pour parler d'un sujet qui intéresse un fournisseur de produits. Donc, vous savez, il y a toujours des nouvelles notions marketing qui apparaissent régulièrement pour vendre des dispositifs de sécurité. Et le consultant en sécurité se demande toujours, mais pourquoi on me pose cette question ? Je veux dire, ce dispositif de sécurité, il réduit quel risque ces derniers mois, on a un peu pompé l'air avec le Data Leak Prevention et tout un tas d'inventions, mais il y en a régulièrement. Et il faut toujours avoir cette idée de la relation entre le dispositif de sécurité et ce qui va nous aider à réduire comme risque. Et c'est vrai que dans cette idée-là, il faut essayer de sortir des choses un peu mercantiles et puis revenir aux failles. Alors on pense que la presse est quelque chose de très important. Bon, ça fait un moment que il y a des très bons papiers, des très bons articles. Il y en a qui se reconnaîtront, j'espère, sur le sujet. Il y a des journalistes très bien informés. Il y a aussi une demande d'information du public, puisque tout le monde a un PC chez lui. Maintenant, on pense aussi que il y a le développement des attaques complexes, du phishing, le fait que, on l'a vu dans les panoramas précédents, les mafias russes continuent à développer des attaques bien réelles sur les comptes bancaires en ligne, même si nous en France on est peu affectés par rapport au reste de la planète. Ça a aidé à développer la sécurité informatique dans la presse. Mais on pense aussi que ce sera toujours difficile de trouver des dispositifs techniques pour lutter contre la crédulité des utilisateurs. Et la sensibilisation des utilisateurs, qui est un grand problème des RSSI en entreprise, pour qu'on arrive à améliorer les choses, il faut que tout le monde sensibilise. Et la presse, les médias sont véritablement un vecteur très très important pour essayer de sensibiliser les utilisateurs, leur montrer que il y a des vrais problèmes, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Et donc, pour arriver à des bonnes pratiques en entreprise, il faut aussi une bonne hygiène de vie avec son PC à la maison. Et donc, il faut que les médias servent d'outils de prévention, de sensibilisation. Et donc, on compte énormément sur vous. Dans la faille DNS et la faille TCP, ce sont les auteurs un peu qui ont essayé de faire monter la sauce. Alors, la faille DNS, que vous avez entendu parler en juin 2008, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème grave, c'est conceptuel. Dans le fonctionnement du DNS, c'est similaire aux problématiques de BGP qu'a expliqué Franck Vesset. Là, on a un attaquant qui répond à une requête DNS avant le véritable serveur, et le DNS, c'est ce qui fait la correspondance entre les noms de machines et les adresses IP qui sont utilisées pour router les paquets sur le réseau. Donc, à partir du moment où on peut faire passer un nom de domaine par un autre, une machine par une autre, ça peut affecter tous les services de l'Internet, sans exception, que ce soit les serveurs web, l'envoi de courrier électronique aux mauvais serveurs de messagerie, et même des têtes de tunnel VPN. Bon, maintenant, c'est une attaque qui demande beaucoup de conditions pour être utilisée, et elle a été annoncée en disant attention, l'Internet va s'effondrer, mettez à jour vos serveurs DNS, c'est très important, mais on ne peut pas vous dire pourquoi.
Alors ça a commencé à faire monter la sauce. Et le fait de dire il y a une attaque généralisée sur Internet qui va faire effondrer Internet, mais on vous donnera les explications que plus tard, tellement c'est grave, tellement c'est important. Et alors là, les médias se sont emparés du truc. Et l'explication devait être rendue à Black Hat début août. Finalement, l'explication a été publiée sur Internet en juillet par erreur. Et tout ça a fait toute une espèce de jeu entre les découvreurs du système, les organisateurs de conférences qui s'en sont très largement servis pour faire la promotion de leurs conférences et faire venir des milliers de personnes, et notamment des centaines de journalistes, à leurs conférences. Et au final, bon, c'est vrai que le problème est réel, mais c'est d'abord les opérateurs, les gens qui gèrent des infrastructures de l'Internet qui sont concernés. C'est vrai aussi que les entreprises doivent mettre à jour leur serveur DNS, mais le serveur DNS, ça concerne les administrateurs réseau. Bon, on pense que Kaminsky, qui est le découvreur de la faille, a vraiment fait monter la sauce et ça a été repris de manière extraordinaire par la presse, peut-être de manière excessive, et que c'est peut-être pas là-dessus qu'il aurait fallu mettre l'accent. Encore plusieurs mois plus tard, il fait la une de l'actualité. On a eu un peu le même phénomène avec la faille TCP. Alors la faille TCP, elle a été annoncée en septembre. Là, à nouveau, on nous a dit Internet est mort. Et puis ils ont refait le même coup de Kaminsky en disant on va expliquer à la conférence T2 à Helsinki. Alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent cette conférence. C'est plus une conférence orientée sur la lutte anti-malware, donc vraiment entre développeurs de logiciels antivirus, anti-malware, une conférence assez spécialisée. Moi, personnellement, j'en avais jamais entendu parler avant. Hein. Donc, et là aussi, le fait de dire oui, Internet va mourir, mais on ne peut pas vous expliquer pourquoi, c'est une faille TCP, ça fait rebooter absolument tous les ordinateurs de la planète, quel que soit leur système d'exploitation. Il y a eu aussi toute une mousse autour de ça. Ça a été repris par la presse. Au final, il y a des gens qui en ont profité pour fabriquer des espèces de faux avis. Hein. On a retrouvé dans la communauté des gens qui se sont fait avoir par des charlatans, qui ont essayé de faire croire qu'il y avait le même problème avec SNMP, qui est le protocole qui permet de gérer les équipements à distance, alors que c'est un truc connu depuis toujours, qui n'a absolument rien d'extraordinaire. On a eu d'autres buzz. Hein. Il y a eu une affaire de lundi noir. Alors cette affaire de lundi noir des virus, c'est quelque chose que vous retrouverez sur Internet de la part de plusieurs éditeurs d'antivirus. Ils n'étaient pas tout à fait d'accord sur la date du lundi noir. Pour certains, c'était le jeudi, c'était pas le lundi. Bon, au final, il s'est absolument rien passé. Mais voilà, on fait confiance à ces éditeurs, on relaye cette information. Évidemment, on n'a pas forcément les moyens de vérifier, mais il faut aller plus loin. Là, c'était vraiment juste pour faire du buzz, Alors, il y a eu aussi le MD5 cassé sur PlayStation, qui a fait beaucoup rire. Bon, ceci dit, il a servi pour faire l'autorité, c'est de la fausse, que moi j'appelle la fausse autorité de certification, qui a expliqué Franck Vesset tout à l'heure. On a une boîte russe aussi qui a fait des annonces qui ont été très largement reprises par la presse. On se demande pourquoi. C'est une boîte Elcomsoft qui vend des logiciels de cracking de mots de passe. Ils n'arrêtent pas de faire des annonces comme quoi ils sont allés 10 000 fois plus vite pour craquer les mots de passe en utilisant des cartes graphiques. Et au final, quand on creuse, quand on cherche à vérifier l'information, on s'aperçoit que tout est faux, tout est bidon, que les benchmarks qui ont été faits par des vrais testeurs démontrent que c'était faux. Mais à chaque fois, l'information est prise et on voit WPA est cassé, MD5 est cassé. Bon, on a vu que de toute façon MD5, il faut le remplacer. Mais toutes ces annonces de Elcomsoft sont vraiment bidons et ne méritaient pas d'être prises. Alors, pourtant, il y a des vraies failles. Alors, on a juste pris quelques exemples de vraies failles dont on pense qu'elles n'ont peut-être pas été relayées à leur juste niveau. Franck a expliqué MyFair Classic. MyFair Classic, c'est un problème de RFID. C'est vieux. C'est vieux, mais quand vous allez acheter aujourd'hui un système de sécurité physique à la Société du Coin, c'est du MyFair Classic qui vous installe. Et là, moi, chez mes clients, on n'a trouvé que du MyFair Classic. On n'a trouvé personne qui avait mieux. Pourtant, c'est vieux et il y a bien mieux depuis. Et je vous rappelle quand même que, au-delà des problèmes de contrôle de transport, quand vous utilisez des badges sans contact pour le contrôle d'accès physique, c'est du RFID, c'est du MyFair Classic. J'arrive avec ma petite antenne, je la colle discrètement, il y a un mec qui passe, j'ai enregistré la communication, je reprends mon dispositif et je refabrique un clone, un faux badge.
avec lequel j'ouvre la même porte à la place de la personne qui vient de passer. Donc, les gens se rendent peut-être pas compte, la presse n'a peut-être pas bien relayé le fait que MyFair Classic, ça met en jeu la sécurité physique. Ça permet de passer des portes, y compris sur des sites sensibles, vitaux, etc. Et là aussi, il faut remplacer les clés de tout le monde. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut remplacer les clés de tout le monde. Qui l'a fait? Pour le moment, moi, j'ai pas encore vu quiconque qui l'ait même budgétisé. Donc, il y a peut-être des choses à voir. L'exemple qu'a montré Franck sur la fausse autorité de certification, ça montre que quand on nous dit qu'une attaque est infaisable, qu'elle est complètement théorique, là, c'est intéressant parce que nous, on n'y a jamais cru, HTTPS, tout ça, on sait que c'est pas là où sont les vrais problèmes. Mais là, ça montre que même lorsqu'il y a la petite clé qui s'affiche dans le butineur et que c'est en HTTPS, puisqu'on peut être victime d'une fausse autorité, ça veut dire qu'on peut faire, ça veut rien dire, ce truc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a mis en cause un vrai fondement de l'image de la sécurité qu'on pouvait avoir. Et puis, on pense qu'il y a certains avis Microsoft qui n'ont peut-être pas été relayés, et puis des avis qui concernent les postes clients. Alors, un exemple d'avis Microsoft que peut-être aurait pu être un peu plus relayé, c'est le MS0867. C'est une exploitation à distance de tous les systèmes Windows. Donc, de manière anonyme, on peut atteindre tous les systèmes Windows jusqu'à Windows 2003 Service Pack 2, donc des systèmes très courus, très répandus en entreprise. L'exploitation est très efficace. Donc on prend la main sur un réseau avec une rapidité, une facilité déconcertante. Donc ça montre à quel point le correctif de sécurité est vraiment très 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 important. Ça a été relayé par la presse comme toutes les failles Microsoft. Pourtant celle-là, elle valait vraiment le coup de faire l'objet d'articles spécifiques, d'explications particulières, de montrer aux gens quels pouvaient être les impacts de l'exploitation de cette faille sur leur réseau. Alors, on a eu quelques vers qui s'en sont servis plus tard, qui ont aussi été un petit peu relayés, mais enfin pas tant que ça. Et finalement, c'est encore une très bonne faille pour un attaquant pour attaquer les entreprises. De manière plus générale, il faut se rendre compte que les failles côté client sont les plus graves. Quand vous avez une faille dans Internet Explorer, quand vous avez une faille dans Flash, tout le monde a ça sur son poste de travail ou presque. Et donc, c'est tout de suite quelque chose qui va permettre de s'introduire au fin fond d'un réseau privé, qui va permettre de prendre le contrôle des informations qui sont sur le PC et du réseau d'entreprise. Donc, c'est quand même des failles très importantes dont l'application du correctif est beaucoup plus importante que la moyenne. Et nous pensons que c'est ce type de failles sur lesquels il faut essayer de mettre l'accent. Il ne faut pas s'arrêter au coup qu'il faut double-cliquer, etc., télécharger. Vous savez bien que les utilisateurs, même les plus avertis, sont susceptibles de se faire avoir, même les RSSI, et c'est très 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 difficile de ne pas se faire avoir. Voilà pour un petit point. Je laisse Pascal Lointier la conclusion.